Le froid humide du château de Pevensey s'infiltrait à travers les pierres anciennes. Les murs gris ruisselaient d'humidité comme des larmes éternelles. Dans la plus haute tour, une silhouette solitaire se tenait immobile près de l'étroite fenêtre. Jeanne de Navarre, ancienne reine d'Angleterre, contemplait la mer grise du Sussex. Ses mains, autrefois ornées des bagues les plus précieuses d'Europe, tremblaient désormais nues. Sa robe de veuve noire, souillée par des mois de confinement, pendait lâchement sur son corps émacié. Elle était enfermée dans cette prison de pierre depuis 4 ans. 4 ans depuis que les gardes avaient fait irruption dans ses appartements royaux au château de Windsor. 4 ans depuis qu'il l'avait tirée de son lit comme une vulgaire criminelle. La cellule sentait le moisi et le désespoir. Un matelas de paille pourrie était son seul lit. Une cruche d'eau trouble et un morceau de pain rassis constituaient son seul repas quotidien. Les geôliers la regardaient à peine. Pour eux, elle n'était plus une reine, elle n'était plus qu'une sorcière. Le silence la tourmentait plus que le froid. Pendant des décennies, elle avait vécu entourée de courtisans, de musiciens et de serviteurs. Ses paroles ébranlaient des royaumes, ses décisions changeaient le destin de milliers de personnes. À présent, elle n'entendait plus que le vent glacial qui soufflait à travers les fissures et le bruit lointain des vagues se brisant sur les falaises. Ses lèvres, gercées par la soif et le froid, murmuraient des prières que personne n'entendait. Ses yeux, enfoncés dans des orbites sombres, avaient perdu l'éclat impérieux qui intimidait autrefois nobles et prélats. Des cheveux gris argentés dépassaient de ses mèches ébouriffées. La nuit, dans l'obscurité totale, il se souvenait du toucher de la soie, du goût du vin de Bourgogne, de la chaleur des cheminées du palais, du respect dans le regard de ses sujets. Tout s'était évanoui comme de la fumée. L'accusation résonnait dans son esprit comme une sorcellerie maligne. Sorcellerie, trahison, tentative de meurtre par des moyens démoniaques, des mots qui avaient fait d'elle une paria, des mots qui avaient détruit son nom, son honneur, sa vie. Ses mains touchèrent les pierres froides de la fenêtre. Dehors, le monde continuait de tourner. Les marchés grouillaient, les cloches sonnaient, la vie s'épanouissait. Mais pour elle, le temps s'était arrêté en cette nuit maudite de 1414. Elle fut autrefois duchesse de Bretagne. Elle régna avec sagesse et fermeté. Elle fut courtisée par les hommes les plus puissants d'Europe. Elle devint reine d'Angleterre par amour et par ambition. Elle commanda des armées, négocia des traités et éduqua des princes. Elle n'était plus qu'une ombre, une accusée, une prisonnière dont le seul crime avait été d'être trop riche, alors que son beau-fils avait besoin d'argent pour la guerre. Le vent hurlait entre les remparts du château. Jeanne ferma les yeux et sentit des larmes glacées couler sur ses joues. Son souffle formait une brume dans l'air glacial, tandis qu'elle contemplait les ruines de son existence. Comment la femme la plus puissante d'Angleterre était-elle arrivée ici? Quelle force sinistre avait conspiré pour transformer une reine en sorcière accusée? Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. On vous suivra. L'année 1370 marqua la naissance d'une future reine dans le petit royaume de Navarre. Jeanne était la fille de Charles II, dit Charles le Mauvais. Son père avait mérité ce surnom en raison de ses trahisons, intrigues et manipulations politiques, une constante qui tenait l'Europe en haleine. La Navarre était un joyau stratégique, niché entre les géants français et espagnols. Petite mais cruciale, chaque décision de ses dirigeants pouvait faire basculer l'équilibre du pouvoir continental. Dans ce contexte de danger et d'opportunités constants, Jeanne apprit ses premières leçons de survie politique. Son enfance se déroula entre conspirations de palais et leçons d'État. Des précepteurs lui enseignèrent le latin, la musique et la broderie. Mais ce furent les conversations chuchotées dans les couloirs qui forgèrent véritablement son caractère. Elle entendit son père vendre des alliances aux plus offrants. Elle vit comment les sourires dissimulaient les poignards. Elle comprit qu'au jeu du pouvoir médiéval, seuls les plus rusés survivaient. À 12 ans,
Comme le voulait la coutume des princesses, Jeanne devint un atout diplomatique. Le mariage était une arme et elle serait tirée vers la Bretagne. Son destin, Jean IV, duc de Bretagne, un homme de 24 ans, son aîné, veuf et aguerri. En 1386, ils scellèrent leur union lors d'une cérémonie fastueuse. Jeanne quitta les montagnes navarraises pour affronter la côte bretonne. La Bretagne, comme la Navarre, était un duché indépendant pris en étau entre de plus grandes puissances. La France et l'Angleterre se disputaient constamment son contrôle. Sa survie exigeait une diplomatie magistrale. Jean IV était un guerrier expérimenté, mais il avait besoin d'une alliée politique. En Jeanne, il trouva plus qu'une épouse adolescente. Il découvrit un esprit vif, capable de démêler les subtilités de l'échiquier européen. Elle remplissait non seulement les devoirs conjugaux, mais participait aussi activement aux décisions ducales. Les premières années de leur mariage furent prospères. Jeanne fit preuve d'un talent administratif exceptionnel. Elle supervisa les finances ducales, servit de médiatrice dans les conflits entre nobles bretons et correspondit avec les cours étrangères. Son intelligence compensa la brutalité militaire de son mari. Le mariage se transforma de manière inattendue en une véritable affection. En 13 ans, le couple eut 9 enfants. 7 survécurent à la petite enfance, un taux exceptionnel pour l'époque. Jeanne avait accompli ce que peu de femmes médiévales avaient accompli, une réelle influence sur les affaires de l'État. Mais le destin en décida autrement. En 1399, Jean IV mourut subitement au cours d'une chasse. Un banal accident interrompit la vie du duc, laissant Jeanne dans une situation extrêmement dangereuse. Son fils aîné, Jean Fit, avait à peine 10 ans. La Bretagne avait besoin d'un souverain fort, pas d'un enfant. Les nobles bretons furent immédiatement divisés. Certains soutenaient une régence sous tutelle française, d'autres préféraient la protection anglaise. Quelques-uns complotèrent pour usurper l'intégralité du duché. Au milieu de ces troubles politiques, Jeanne apparut comme la seule figure capable de maintenir l'unité du territoire. Sa proclamation comme régente ne fut pas automatique. Elle dut affronter des nobles ambitieux, convaincre des prélats méfiants et démontrer qu'une femme pouvait gouverner efficacement. Les premières semaines furent cruciales. Jeanne maniait ses pièces avec une précision chirurgicale. Il s'assura d'abord le trésor ducal, puis il convoqua les nobles loyaux et leur rappela leur serment de fidélité. Il négocia avec les hésitants, leur offrant des privilèges calculés. Il affronta les ennemis déclarés avec une fermeté implacable. En quelques semaines, il consolida sa position. La régence de Jeanne dura 4 ans et devint un modèle d'efficacité gouvernementale. Elle maintint l'indépendance de la Bretagne en naviguant habilement sous la pression française et anglaise. Elle renforça les défenses côtières, favorisa le commerce maritime et modernisa l'administration ducale. Durant cette période cruciale, elle rencontra Henry Bolingbroke, un noble anglais exilé par le roi Richard II. Henry était arrivé en Grande-Bretagne, dépouillé de ses titres et de son héritage, cherchant refuge. Jeanne, dotée d'un instinct politique aiguisé, décida de le protéger. Elle pressentait que ce noble déchu pourrait un jour retrouver son pouvoir. Son intuition se révéla prophétique. En 1399, alors que Richard II menait campagne en Irlande, Henri retourna en Angleterre, soi-disant pour réclamer son héritage. Les événements se déroulèrent à une vitesse vertigineuse. Henri rassembla des soutiens, força Richard à abdiquer et fut couronné Henri IV, premier roi de la maison de Lancastre. L'exilé protégé par Jeanne était devenu roi d'Angleterre. Henri n'oublia jamais l'hospitalité bretonne. Il entretint une correspondance régulière avec sa bienfaitrice, développant une relation qui transcendait la simple diplomatie. Les lettres échangées témoignaient d'une affection sincère et d'un respect mutuel. Lorsque Jean V atteignit sa majorité en 1403, Jeanne se trouva dans une situation unique.
Son fils hérita du duché de Bretagne et elle était libre de décider de son destin. Veuve, riche, expérimentée et politiquement compétente, elle ne tarda pas à attirer les prétendants. Mais Jeanne s'était déjà fixé un objectif ambitieux. Le roi Henri IV était devenu veuf en 1401. Ses lettres évoquaient la solitude et le besoin d'un compagnon intelligent. L'occasion était parfaite. Les négociations de mariage se déroulèrent en secret pendant des mois. Lorsque les fiançailles furent finalement annoncées en 1403, toute l'Europe fut sous le choc. Jeanne quitterait la Bretagne pour devenir reine d'Angleterre. Le mariage eut lieu à la cathédrale de Winchester en février 1403. À l'âge de 33 ans, Jeanne de Navarre avait accompli un exploit extraordinaire. De princesse mineure à duchesse régente et enfin à reine d'Angleterre. Son couronnement marqua le début d'une ère nouvelle. Celle qui avait appris à survivre dans les cours médiévales perfides était prête à relever son plus grand défi, gouverner le royaume le plus puissant d'Europe. Le couronnement de Jeanne comme reine d'Angleterre en février 1403 fut un spectacle éblouissant. Les cloches de Westminster sonnèrent pendant des heures. Les nobles anglais, parés de leurs plus beaux atours, rendirent hommage à la nouvelle souveraine. Mais sous ce faste cérémonial se cachèrent des tensions qui allaient bientôt éclater. Jeanne se trouva immédiatement confrontée à un défi. Être acceptée par une cour qui la considérait comme une étrangère. Les Anglais se méfiaient instinctivement des étrangers au poste de pouvoir. Des rumeurs circulaient selon lesquelles une Française avait conquis leur roi. Les regards scrutaient chaque geste, chaque mot, chaque décision de la nouvelle reine. Son arrivée coïncida avec la période la plus turbulente du règne d'Henri IV. Des rébellions éclataient constamment au pays de Galles, en Écosse et dans le nord de l'Angleterre. Les nobles, privés de leurs privilèges sous la nouvelle dynastie lancastrienne, complotaient ouvertement. Le trésor royal était vidé par le financement d'interminables campagnes militaires. Jeanne démontra rapidement qu'elle n'était pas une simple reine décorative. Son expérience administrative en Bretagne se révéla précieuse à Henri IV. Elle réorganisa la maison royale, négocia avec les prêteurs lombards et établit des réseaux d'information qui s'étendirent jusqu'à Paris. Son intelligence politique compléta parfaitement la détermination militaire du roi. Mais son plus grand défi ne venait pas de nobles hostiles ou de rebelles extérieurs. Il résidait au sein même du palais, ses beaux enfants. Henri IV avait 4 fils de son premier mariage. L'aîné, le prince de Galles, n'avait que 6 ans de moins que Jeanne. La situation était explosive dès le départ. Le prince Henri était ambitieux, impatient et brillant militairement. Il avait grandi au milieu des guerres civiles et des conspirations. Pour lui, Jeanne représentait une menace potentielle pour son héritage. Une belle-mère jeune et intelligente pourrait exercer une influence excessive sur son père. Pire encore, elle pourrait avoir des enfants qui compliqueraient la succession. Les frictions initiales furent subtiles. Le prince contesta discrètement les décisions dans lesquelles Jeanne était intervenue. Il critiquait les dépenses de la maison royale qui profitaient à la reine. Il fomenta des rumeurs sur l'influence excessive des étrangers à la cour. Ce fut une guerre silencieuse, mais meurtrière. La crise éclata en 1405 lors de la rébellion du comte de Northumberland. Henri IV tomba gravement malade en pleine campagne militaire. Sa mystérieuse maladie le cloua au lit pendant des jours, l'empêchant de gouverner. Des éruptions cutanées défigurèrent son visage. Des crises d'épilepsie le transformèrent en l'ombre de lui-même. Durant ces crises médicales, Jeanne assuma des responsabilités extraordinaires. Elle coordonnait les activités du Conseil royal, autorisait les dépenses militaires et entretenait la correspondance diplomatique. Sa compétence était incontestable, mais elle faisait aussi d'elle une cible de ressentiment. Le prince de Galles profita de la maladie de son père pour accroître son influence. Il affirmait qu'un héritier en bonne santé devait assumer davantage de responsabilités qu'une reine consort étrangère. Les factions de la cour étaient divisées.
Certains soutenaient l'expérience de Jeanne, d'autres préféraient la légitimité dynastique du prince. Les tensions atteignirent leur paroxysme lors du siège du château de Berkeley en 1406. Henri avait subi un effondrement particulièrement grave. Jeanne prit des décisions militaires cruciales en consultation avec des commandants chevronnés. Le prince se sentit publiquement humilié. Son autorité avait été éclipsée par sa belle-mère. La vengeance ne tarda pas à venir. Le prince commença à remettre ouvertement en question les dépenses de Jeanne. Il insinua qu'elle favorisait les intérêts bretons au détriment des intérêts anglais. Il suggéra que ses conseils médicaux au roi incluaient des remèdes douteux. Les germes de futures accusations commencèrent à germer. Jeanne réagit avec une grande finesse politique. Elle intensifia ses dons aux institutions religieuses anglaises. Elle parraina des œuvres caritatives au bénéfice des citoyens ordinaires. Elle apprit l'anglais avec une aisance remarquable. Chaque geste visait à désamorcer les critiques sur sa loyauté nationale. Mais le mal était déjà fait. La relation entre belle-mère et beau-fils avait été irrémédiablement empoisonnée. Chaque rencontre était un duel verbal voilé. Chaque décision gouvernementale devenait un champ de bataille entre leurs factions respectives. La situation se compliqua encore davantage avec la question de la dot bretonne. Jeanne avait apporté une fortune considérable à son mariage, mais le transfert de ses fonds depuis la Bretagne s'avéra complexe. Les nobles anglais se plaignirent que le mariage royal enrichissait davantage la reine que le royaume. Le prince exploita habilement ses plaintes financières. Il arguait que les ressources anglaises étaient détournées au profit d'intérêts étrangers. Il insinua que Jeanne partageait des allégeances partagées entre l'Angleterre et la Bretagne. La xénophobie latente de la noblesse anglaise trouva un terreau fertile dans ces accusations. La santé d'Henri IV continua de se détériorer. Ses périodes d'incapacité de travail devinrent plus fréquentes et plus longues. Durant ces périodes, le prince assuma de facto la direction du gouvernement. Jeanne se trouva de plus en plus exclue des décisions importantes. En 1410, la crise atteignit des proportions dramatiques. Le prince et ses alliés contrôlait de fait le gouvernement. Jeanne ne conservait son influence que sur la maison royale et les questions cérémonielles. Le roi, lorsqu'il était conscient, hésitait entre soutenir sa femme ou céder à son fils. La guerre entre factions s'intensifia lorsque des rumeurs firent surface concernant les traitements médicaux prodigués par Jeanne au roi. Elle avait fait appel à des médecins juifs et arabes considérés comme suspects dans la mentalité médiévale. Ces remèdes comprenaient des herbes exotiques et des préparations peu orthodoxes. Les ennemis trouvèrent des munitions parfaites. Le prince commença à insinuer que les traitements de Jeanne aggravaient l'état de santé de la reine. Il suggéra que les remèdes étrangers avaient des effets néfastes. Certains courtisans murmurèrent à propos d'influences surnaturelles. Les accusations de sorcellerie commencèrent à prendre forme. Jeanne se défendit avec acharnement. Elle fit venir des médecins chrétiens de Paris et de Londres. Elle consulta des prélats sur l'orthodoxie religieuse des traitements. Elle documenta méticuleusement chaque remède et ses effets. Mais la méfiance était déjà bien ancrée. Le 20 mars 1413, Henri IV succomba finalement à sa mystérieuse maladie. Sa mort marqua la fin d'une époque et le début du cauchemar de Jeanne. Le prince fut immédiatement proclamé roi Henri V. Sa belle-mère, qui avait été sa rivale politique, dépendait désormais entièrement de sa clémence. Les premiers gestes du nouveau roi furent d'une générosité trompeuse. Il confirma la pension de la veuve de Jeanne et lui permit de se retirer au château de Havering. Il semblait respecter les traditions de courtoisie envers les reines douairières. Mais sous cette façade civilisée se tramait une trahison monumentale. La guerre avait commencé bien avant que Jeanne ne réalise qu'elle était attaquée.
Le règne d'Henri V débuta sous des promesses de grandeur qui masquaient une ambition dévorante. Le nouveau roi, âgé de 25 ans, nourrissait une vision claire et obsessionnelle, raviver la gloire militaire anglaise en conquérant la France. Mais cette noble entreprise exigeait des ressources dont le trésor royal manquait. Depuis sa retraite à Havering, Jeanne observa la transformation de son beau-fils. Le jeune homme qu'elle avait connu comme un prince impatient était devenu un monarque calculateur et impitoyable. Ses premières décisions révélaient un esprit stratégique qui ne laissait pas les obstacles sentimentaux entraver ses objectifs. Les premiers mois semblèrent paisibles. Jeanne reçut sa pension de veuve à temps. Elle entretenait une petite cour de serviteurs fidèles. Elle se consacrait à des œuvres caritatives et correspondait avec ses enfants en Bretagne. Cette apparente normalité n'était cependant qu'un calme trompeur avant la tempête. Henri V était confronté à une dure réalité financière. Les campagnes de son père avaient vidé le trésor royal. Les prêts lombards généraient des intérêts exorbitants. Les nobles anglais résistaient aux nouveaux impôts sans garantie de victoire militaire. Le roi avait besoin de fonds immédiats pour équiper ses armées, construire des navires et acheter la loyauté. La fortune de Jeanne représentait une tentation irrésistible. Sa dot initiale, ses propriétés bretonnes, ses investissements commerciaux et sa pension de veuve totalisaient environ 10 000 livres par an, une somme astronomique qui pouvait financer une part importante de la campagne de France. Mais confisquer les biens d'une reine douairière sans justification légale était impensable. Henri avait besoin d'un prétexte pour légitimer le pillage. Les accusations devaient être si graves que personne ne remettrait en question la confiscation. La trahison était le seul crime justifiant des mesures aussi extrêmes. Les conseillers royaux commencèrent à enquêter discrètement sur les antécédents de Jeanne. Ils examinèrent les traitements médicaux qu'elle avait prodigués à Henri IV. Ils interrogèrent d'anciens serviteurs sur leur comportement suspect et recherchèrent toute preuve d'activité peu orthodoxe ou déloyale. Les recherches ne furent pas vaines. Les remèdes exotiques utilisés par Jeanne pour soigner la maladie royale comprenaient des préparations arabes et juives. Dans la mentalité médiévale, toute médecine non chrétienne avait des connotations diaboliques. Les traitements médicaux furent rétroactivement transformés en pratiques de sorcellerie. Le confesseur de Jeanne, frère John Randolph, fut la première cible des pressions. Les agents royaux l'interrogèrent sur les activités privées de la reine douairière. Ils voulaient des détails sur ses prières, ses lectures, sa correspondance. Ils recherchaient tout ce qui pouvait être interprété comme non orthodoxe. Randolph résista d'abord à la pression. En tant que confesseur, il était tenu au secret sacramentel, mais l'obstination et les menaces voilées des interrogateurs commencèrent à éroder sa résistance. De petits aveux concernant des remèdes à base de plantes se transformèrent en preuves de nécromancie. Pendant ce temps, Jeanne restait inconsciente de la conspiration qui se tramait autour d'elle. Ses journées se déroulaient dans une pieuse routine. Messe matinale, lecture pieuse, correspondance familiale. De temps à autre, elle recevait la visite de nobles ayant servi Henri IV. Rien ne laissait présager l'imminence de la tempête. La santé mentale d'Henri V, durant cette période, a fait l'objet de débats historiques. Certains chroniqueurs suggèrent qu'il développa une obsession paranoïaque face aux menaces pesant sur son règne. D'autres affirment qu'il calcula froidement chaque étape de son plan. Ce qui est certain, c'est que son comportement envers Jeanne changea subtilement. Les lettres royales, autrefois courtoises, se firent rares. Les invitations aux cérémonies de la cour cessèrent. Le versement des pensions de veuve commença à être retardé sans explication. De petites humiliations préparèrent l'humiliation finale. À l'automne 1413, Henri convoqua le Parlement pour demander des fonds pour la campagne de France. Les débats furent intenses. Les nobles exigeaient des garanties de succès avant d'approuver des impôts extraordinaires.
La résistance parlementaire frustra le roi et accentua la pression sur son programme militaire. La correspondance royale avec la France s'intensifia durant cette période. Henri IV revendiquait la couronne de France comme un droit héréditaire. Les Français rejetèrent les exigences anglaises avec un mépris insultant. La guerre semblait inévitable, mais les ressources restaient insuffisantes. C'est alors que les conseillers royaux présentèrent à Henri la solution Jeanne. Les enquêtes avaient produit suffisamment d'éléments pour fabriquer des accusations crédibles de sorcellerie. La confiscation de ces biens résoudrait immédiatement les problèmes financiers. Il existait un précédent juridique pour poursuivre les traîtres. Henri V accueillit le projet avec une réticence apparemment calculée. Il regretta d'avoir à agir contre sa belle-mère. Il déplora la nécessité de révéler les scandales familiaux. Mais il arguait que la sécurité du royaume exigeait des sacrifices personnels. Sa performance fut magistrale. Les derniers préparatifs se déroulèrent dans le plus grand secret. Des accusations formelles furent dressées, citant des preuves concrètes de nécromancie. Des mandats d'arrêt et des ordres de saisie furent préparés. Les gardes chargés de l'opération furent sélectionnés. Chaque détail fut minutieusement planifié. L'ironie était cruelle. Jeanne avait indirectement financé sa propre destruction. Les impôts qu'elle avait payés en tant que reine avaient financé l'appareil d'État qui se retournait désormais contre elle. Son expérience administrative avait renforcé des institutions qui seraient utilisées pour la spolier. En décembre 1413, les derniers obstacles juridiques furent levés. Randolph, confesseur, finalement brisé par des mois de pression, apporta le témoignage nécessaire. Il reconnut avoir été témoin de pratiques suspectes de la reine douairière. Sa trahison scella le sort de Jeanne. Des rumeurs commencèrent à circuler dans les cercles judiciaires. Des enquêtes secrètes circulaient. Des preuves compromettantes étaient évoquées. L'opinion publique se préparait au scandale à venir. La machine de destruction était prête à être activée. Jeanne passa Noël 1413 à Havering, ignorant que ce serait son dernier Noël libre. Elle organisa de modestes festivités pour ses serviteurs. Elle envoya des cadeaux à ses enfants en Bretagne. Elle fit de généreux dons aux institutions religieuses locales. Sa foi en la justice divine demeura intacte. L'année 1414 s'annonça glaciale et menaçante. Les vents hivernaux fouettaient le château de Havering avec une fureur inhabituelle. Jeanne se réveilla le jour de l'an avec un sentiment de malaise inexplicable. Quelque chose avait changé dans l'air, mais elle ignorait quoi. Les lettres de ses enfants arrivaient moins fréquemment. Les visiteurs réguliers trouvaient des excuses pour éviter le château. Les domestiques chuchotaient dans des conversations qui s'interrompaient brusquement à son apparition. L'isolement s'intensifiait peu à peu. En juillet 1414, le piège fut enfin refermé. Les gardes royaux arrivèrent à Havering à l'aube, munis de mandats d'arrêt scellés. La reine douairière Jeanne de Navarre fut arrêtée pour haute trahison et sorcellerie. Sa vie telle qu'elle la connaissait était terminée. L'aube du 15 juillet 1414 fut annoncée par le grondement des sabots sur les pavés du château de Havering. Jeanne se réveilla en sursaut au son de bruits inhabituels dans sa routine matinale. Des voix rauques résonnèrent dans la cour. Le fracas des armures métalliques créa une symphonie sinistre qui glaça le sang. De sa fenêtre, il observait une scène qu'il ne comprenait pas. Des gardes royaux encerclaient le château en formation de combat. Ses serviteurs étaient expulsés des quartiers avec une violence inutile. Les écuries étaient réquisitionnées. Les portes principales étaient scellées. En quelques minutes, sa demeure était devenue une prison. Sir Thomas Erpingham, le commandant chevronné d'Henri V, fit irruption dans ses appartements sans cérémonie. Derrière eux marchaient 6 gardes armés de piques et d'épées nues. L'expression du chevalier était impassible. Aucune courtoisie ne transparaissait dans ses manières, seulement une obéissance machinale aux ordres royaux. Jeanne de Navarre
proclama-t-il d'une voix qui résonnait comme une sentence, « par ordre direct de Sa Majesté le roi Henri V, vous êtes par la présente arrêté sous l'accusation de haute trahison, de nécromancie et de complot en vue de commettre des actes de diablerie contre la vie royale. » Les mots frappèrent Juana comme des coups de fouet. Trahison, nécromancie, assassinat. Chaque terme était plus incompréhensible que le précédent. Son esprit lucide, entraîné depuis des décennies aux intrigues politiques, ne parvenait pas à saisir l'ampleur des accusations. « C'est impossible », murmura-t-elle d'une voix brisée. « Il doit y avoir une erreur. Je suis la reine douairière d'Angleterre. J'ai servi la couronne fidèlement pendant 11 ans. Je n'ai jamais conspiré contre mon beau-fils. » Erpingham la regarda avec une expression mêlée de pitié et de dégoût. « Les preuves sont accablantes, madame. Votre confesseur a avoué votre implication dans des pratiques démoniaques. Des instruments de sorcellerie ont été retrouvés en votre possession. Le roi a été informé de vos tentatives d'assassinat contre lui par des enchantements maléfiques. » La pièce sembla tourner autour de Joanne. Ses jambes fléchirent et elle dut s'accrocher au dossier d'une chaise pour ne pas s'effondrer. Randolph avait-il témoigné contre elle? Quels instruments de sorcellerie, quelles incantations! Chaque mot était un poignard qui la déchirait du regard. Les gardes commencèrent à fouiller systématiquement leurs affaires. Des livres de prière furent confisqués, considérés comme de potentiels grimoires. Des herbes médicinales furent transformées en ingrédients pour des potions maléfiques. Une figurine religieuse représentant Sainte Catherine fut classée comme une image de cire destinée au sortilège. « Vous avez 5 minutes pour vous habiller correctement », j'ordonna Erpingham. « Ensuite, vous serez escorté jusqu'à vos nouveaux quartiers. Pour la sécurité du royaume, vous ne pouvez rester ici. » Jeanne s'habillait les mains tremblantes. Sa plus fidèle servante, Marie de Cornouailles, fut brutalement repoussée lorsqu'elle tenta de l'aider. Des larmes coulèrent abondamment sur les joues des deux femmes. Des décennies de loyaux services prirent fin par cette séparation violente et humiliante. Lorsqu'elle quitta le château, les habitants de Havering s'étaient rassemblés pour assister au spectacle. Leurs visages exprimaient un mélange de choc, de curiosité morbide et d'horreur. La femme qu'ils avaient respectée comme reine était emmenée comme une vulgaire criminelle. Des murmures se répandirent comme des vagues empoisonnées. « Sorcière » murmura quelqu'un dans la foule. Le mot fut répété, amplifié, transformé en un chœur accusateur. « Sorcière, traître, meurtrière ». Les accusations se multiplièrent à une vitesse exponentielle. Chaque répétition ajoutait des détails fantastiques. Lorsque l'entourage royal quitta la ville, Jeanne avait déjà été condamnée par l'opinion publique. Le voyage jusqu'au château de Pevensey dura 3 jours de tourments. Jeanne fut contrainte de voyager dans une charrette découverte, exposée aux regards hostiles de chaque village traversé. Elle n'avait pas le droit de communiquer avec qui que ce soit. Ses repas se résumaient à du pain rassis et de l'eau trouble. Les gardes la traitaient avec un mépris à peine dissimulé. Pevensey émergeait de l'horizon tel un cauchemar gravé dans la pierre. Le château normand, construit des siècles auparavant pour repousser les invasions, se dressait sinistrement sur le ciel plombé du Sussex. Ses murs humides exhalaient le désespoir. Les vagues de la Manche s'écrasaient contre les falaises avec une fureur qui semblait préfigurer le sort du prisonnier. Sir John Pelham, châtelain de Pevensey, la reçut avec une politesse glaciale. C'était un homme d'âge mûr, vétéran, de multiples campagnes, qui obéissait aux ordres sans se poser de questions morales. Pour lui, Jeanne n'était qu'une prisonnière de grande valeur à garder en attendant de nouvelles instructions royales. La cellule assignée à Jeanne se trouvait dans la plus haute tour du château. Une pièce circulaire en pierre nue, dotée d'une unique fenêtre étroite, donnant sur la mer à perte de vue. Une paillasse constituait son seul mobilier. Un seau rouillé lui suffisait pour ses besoins corporels. Le luxe auquel elle avait été habituée pendant des décennies disparut instantanément. Les premiers jours furent les plus durs.
Jeanne oscillait entre une incrédulité furieuse et un désespoir absolu. Elle exigea de voir les preuves contre elle. Elle exigea des audiences avec les prélats de l'Église. Elle demanda à communiquer avec ses enfants en Bretagne. Toutes ces demandes furent systématiquement rejetées. La solitude était devenue une torture psychologique. Pendant des décennies, elle avait été entourée de courtisans, de serviteurs et de visiteurs. Sa vie avait été faite d'interactions sociales constantes. À présent, le silence l'écrasait d'un poids physique. Seul le bruit lointain des vagues rompait ce silence étouffant. La nouvelle de l'arrestation de Jeanne se répandit comme une traînée de poudre dans toute l'Europe. En Bretagne, ses enfants reçurent la nouvelle avec stupeur et horreur. Jean V, duc de Bretagne, envoya immédiatement des ambassadeurs à Londres pour exiger des explications. La réponse anglaise fut évasive mais ferme. Jeanne était sujette, anglaise par mariage, et les accusations portées contre elle ne concernaient que la couronne britannique. En France, la cour royale célébra secrètement le scandale. Une reine anglaise, accusée de sorcellerie, sapa la légitimité d'Henri V. Les propagandistes français commencèrent à propager des rumeurs amplifiées sur la corruption morale de la monarchie anglaise. Mais la réaction la plus significative vint de Rome. Le pape Martin V exprima son inquiétude face aux accusations de sorcellerie portées contre une reine chrétienne. Il demanda des rapports détaillés sur les preuves et les procédures judiciaires. La réponse anglaise fut dilatoire, promettant une coopération qui ne se concrétisa jamais. Tandis que l'Europe débattait de son cas, Jeanne faisait face à la dure réalité de l'enfermement. Ses mains, autrefois douces grâce aux soins délicats prodigués à son palais, gerçaient sous l'effet du froid humide. Ses cheveux, coiffés traditionnellement par des servantes qualifiées, pendaient en désordre sur ses épaules voûtées. Sa peau, protégée depuis des décennies par des onguents coûteux, se flétrissait sous la caresse impitoyable du vent marin. Pire encore que la détérioration physique était l'érosion mentale. Sans livres à lire, sans personnes à qui parler, sans activité pour occuper son esprit brillant, Joanna commença à ressentir les effets dévastateurs de l'isolement sensoriel. Ses pensées devinrent circulaires, obsessionnelles et autodestructrices. Durant ces nuits interminables, elle réfléchissait aux erreurs qui avaient pu la mener à cette situation. Avait-elle fait trop confiance à Henri V? Aurait-elle dû renforcer ses alliances politiques? Était-il possible qu'elle ait réellement commis des actes pouvant être interprétés comme une trahison? Le doute était le poison le plus mortel. Jeanne avait survécu à des décennies d'intrigues de palais grâce à une confiance inébranlable en son jugement et son innocence. Désormais, isolée et désespérée, elle commençait à remettre en question sa propre perception de la réalité. Les mois passèrent avec une lenteur angoissante. Le printemps laissa place à l'été, l'été à l'automne, puis l'automne à l'hiver. Le monde extérieur continuait de tourner tandis que Juana restait figée dans le temps. Ses seuls repères étaient les variations de lumière à travers l'étroite fenêtre et les variations de temps qui filtraient à travers les pierres humides. À Londres, Henri V poursuivait ses plans militaires grâce aux fonds confisqués. À Jeanne, des soldats étaient recrutés, des navires construits, des armes forgées. La machine de guerre anglaise était littéralement alimentée par la fortune de celle qu'il avait faussement accusée de trahison. La date fatidique approchait, le 25 octobre 1415. Ce jour historique, sur les champs boueux d'Azincourt, Henri allait remporter la victoire la plus célèbre de sa carrière. Les archers anglais massacreraient la fine fleur de la noblesse française. L'Angleterre émergerait comme la puissance militaire dominante d'Europe occidentale. Mais tandis que les cors de la victoire résonnaient à travers la France, dans la tour solitaire de Pevensey, une femme innocente continuait de payer le prix de cette gloire militaire. Jeanne de Navarre, autrefois reine d'Angleterre, était allongée sur sa paillasse, contemplant un avenir qui semblait sans fin. Les années passées à Pevensey avaient transformé Jeanne en fantôme. Le temps
était devenu un ennemi implacable, dévorant son corps et érodant son esprit. 4 années de détention avaient transformé l'ancienne reine en une ombre brisée, errant dans les confins de sa cellule, telle une âme en peine. Ses cheveux, autrefois couronne d'or de sa beauté, pendaient désormais gris et clairsemés sur ses épaules voûtées. Des rides sillonnaient son visage telles des fissures sur un vieux parchemin. Ses mains, autrefois délicates et manucurées, étaient devenues noueuses et rugueuses. L'humidité constante avait pénétré jusqu'à ses os, provoquant des douleurs articulaires qui la tourmentaient jour et nuit. Mais la détérioration physique était insignifiante comparée à la dévastation psychologique. 4 ans sans procès officiel, sans possibilité de se défendre, sans même connaître les preuves concrètes contre elle. L'incertitude était une torture raffinée qui surpassait tout supplice physique. Elle ne savait pas si elle serait exécutée, si elle resterait prisonnière à jamais ou si elle serait un jour libérée. Les geôliers la traitaient avec un mélange de respect résiduel et de mépris évident. Sir John Pelham accomplissait ses tâches avec une efficacité mécanique, mais évitait tout contact humain inutile. Pour lui, Jeanne était une responsabilité administrative et non une personne digne de compassion. Les gardes murmuraient, des superstitions sur la sorcière royale, évitant tout contact visuel direct. Les nouvelles du monde extérieur arrivaient fragmentaires et déformées. Jeanne apprit la victoire d'Azincourt par les propos désinvoltes des gardes. L'ironie la frappa comme une gifle. Sa propre fortune avait financé le triomphe de celui qui l'avait anéanti. Les trésors confisqués aux traîtres présumés avaient payé la gloire militaire de son accusateur. Les échos de la célébration parvinrent à Pevensey comme une cruelle moquerie. Toute l'Angleterre célébrait Henri V comme un héros national. Des ballades chantaient ses exploits militaires, des chroniqueurs vantaient son génie stratégique, des poètes composèrent des vers sur le roi guerrier qui avait humilié la France. Pendant ce temps, la femme qui avait involontairement contribué à financer cette gloire gisait oubliée dans sa prison côtière. Entre 1416 et 1417, la santé mentale de Jeanne se détériora dangereusement. De longs silences alternèrent avec des accès de larmes incontrôlables. Elle se parla seule pendant des heures, entretenant des conversations imaginaires avec son défunt mari, Henri IV. Parfois, elle criait son innocence aux pierres silencieuses, exigeant justice d'un Dieu qui semblait avoir abandonné sa cause. Les geôliers commencèrent à s'inquiéter de son état. Une prisonnière folle était plus problématique qu'une prisonnière résignée. Sir Pelham envoya des rapports discrets à Londres décrivant la détérioration de l'état de Jeanne. La réponse royale fut caractéristique. Tant qu'elle restait en vie et en sécurité, son état mental n'avait aucune importance. Mais le monde changeait autour du prisonnier oublié. Henri V avait consolidé ses conquêtes françaises avec le traité de Troyes en 1420. Il avait épousé Catherine de Valois, fille du roi de France. En décembre 1421, la nouvelle reine donna naissance à un héritier, le futur Henri VI. La dynastie des Lancastre semblait assurée pour des générations. C'est alors que l'impensable se produisit. En août 1422, lors d'une campagne militaire, en France, Henri V tomba subitement malade. La nature exacte de sa maladie reste un mystère pour les historiens modernes. Dysenterie, fièvre typhoïde ou simple épuisement extrême. En réalité, le roi le plus puissant d'Europe déclinait rapidement. Le 31 août 1422, Henri V mourut au château de Vincennes, près de Paris. Il avait à peine 35 ans et était au sommet de sa puissance. Sa mort bouleversa l'Europe. Le héros militaire qui avait vaincu la France, le roi apparemment invincible, avait succombé à un ennemi invisible en territoire conquis. La nouvelle parvint à Pevensey avec plusieurs semaines de retard. Un garde mentionna nonchalamment que le roi était mort et qu'un bébé de 9 mois occupait désormais le trône d'Angleterre. Jeanne accueillit la nouvelle avec des émotions contradictoires qui la déchirèrent. D'un côté, elle ressentait une satisfaction amère qui la rendait honteuse.
Son poursuivant avait trouvé la mort prématurée, tandis qu'elle avait survécu. Certains auraient pu interpréter cela comme une vengeance divine, voire une preuve de ses prétendus pouvoirs occultes. L'ironie était cruelle, mais elle éprouva aussi une profonde tristesse qui la surprit. Henri V avait été son beau-fils avant de devenir son bourreau. Elle l'avait vu grandir, passant d'un jeune garçon ambitieux à un roi conquérant. Malgré la trahison subie, elle conservait des vestiges de l'affection maternelle qu'elle avait éprouvée pour lui. La mort d'Henri V bouleversa radicalement le paysage politique anglais. Son frère, Humphrey, duc de Gloucester, assuma la régence en tant que lord protecteur. Un autre frère, Jean, duc de Bedford, contrôlait les territoires français. Tous deux furent confrontés à la tâche monumentale de gouverner au nom d'un bébé. Les nouveaux régents avaient des points de vue différents sur le cas de Jeanne. Humphrey, en particulier, doutait depuis des années de la légitimité des accusations portées contre sa belle-sœur. Seule l'autorité écrasante d'Henri V l'avait empêché de remettre ouvertement en question la procédure. Avec la mort de son frère, ces restrictions avaient disparu. En juillet 1422, quelques mois avant sa mort, Sir John Pelham reçut des ordres inattendus. Jeanne devait être transférée de l'humide Pevensey au château plus confortable de Nottingham. Ses conditions de détention furent considérablement assouplies. Elle eut droit à une petite cour de domestique et certains de ses effets personnels lui furent restitués. Le changement fut si soudain que Jeanne soupçonna d'abord un piège. Pourquoi cette amélioration soudaine après des années de traitement impitoyable? Peu à peu, elle comprit que des forces politiques plus importantes étaient à l'œuvre. La mort imminente d'Henri V avait commencé à altérer les loyautés de la cour. À Nottingham, Jeanne retrouva un semblant de normalité pour la première fois depuis des années. Elle avait des livres à lire, des domestiques qui conversaient avec elle et une nourriture convenable. Elle pouvait se promener dans les jardins du château sous surveillance. La prison avait été transformée en résidence surveillée. Plus important encore, elle commença à recevoir des visiteurs. Des nobles ayant servi Henri IV exprimèrent discrètement leur sympathie. Des prélats de l'Église lui rendirent visite pour lui apporter un réconfort spirituel. Peu à peu, Jeanne comprit que beaucoup d'Anglais n'avaient jamais vraiment cru à sa culpabilité. Les preuves de l'accusation montée de toutes pièces contre elle commençaient peu à peu à émerger. Frère Jean Randolph, son ancien confesseur, avait obtenu un poste lucratif à la cour royale après son témoignage contre Jeanne. Les prétendus instruments de sorcellerie trouvés en sa possession ne furent jamais exposés publiquement. Aucun témoin indépendant n'avait corroboré les accusations précises. En novembre 1422, 3 mois après la mort d'Henri V, Jeanne reçut la nouvelle qu'elle attendait depuis 8 ans. Le Conseil de Régence avait décidé de lui accorder une grâce royale totale. Elle serait libérée immédiatement et certains de ses biens lui seraient restitués. Le document officiel de grâce était un chef-d'œuvre d'ambiguïté juridique. Il affirmait que le roi, poussé par la clémence chrétienne, avait décidé de gracier Jeanne de Navarre et de lui rendre sa liberté. Il ne faisait notamment aucune mention des accusations initiales de sorcellerie et de trahison. C'était comme si l'affaire n'avait jamais existé officiellement. La lecture de la grâce dans la grande salle de Nottingham fut un moment de triomphe doux amer. Jeanne avait recouvré sa liberté, mais au prix d'un prix dévastateur. 8 années de... Sa vie lui avait été volée, sa santé était brisée, sa fortune avait été pillée. Sa réputation restait ternie par des accusations qui ne furent jamais officiellement retirées. Lorsque les portes de Nottingham s'ouvrirent à elle le 15 novembre 1422, Jeanne de Navarre surgit tel un fantôme de son glorieux passé. Celle qui avait régné sur des duchés et sur l'Angleterre comptait désormais sur la charité de ceux qui l'avaient trahi. Sa première étape fut la cathédrale de Nottingham, où il se prosterna devant le maître-autel pendant des heures.
Les larmes qu'il avait retenues pendant des années de tourments coulèrent enfin librement. C'étaient des larmes de libération, mais aussi de deuil pour tout ce qu'il avait perdu et ne pourrait jamais regagner. La grâce royale fut une victoire. À la Pyrrhus, Jeanne était libre, mais l'Angleterre qu'elle avait connue n'existait plus. Ses alliés étaient morts ou dispersés, ses ennemis occupaient des postes de pouvoir. Le monde avait continué de tourner pendant sa détention, ne laissant qu'elle comme un vestige d'une époque révolue. La justice qu'elle espérait n'est jamais venue. Aucune enquête n'a été menée sur les fausses accusations. Aucune sanction n'a été prononcée contre ceux qui ont fabriqué des preuves. Aucune excuse officielle pour ces années de souffrances injustes. Seul un silence institutionnel a enseveli la vérité sous le poids de l'opportunisme politique. Les 15 années qui suivirent sa libération furent pour Jeanne de Navarre un étrange mélange de tranquillité forcée et de mélancolie perpétuelle. Elle s'installa à Havering-atte-Bower, la même résidence royale de l'Essex où elle avait vécu comme reine douairière avant son cauchemar. Les murs familiers l'accueillirent tel un fantôme revenant hanter les lieux d'une gloire passée. Sa cour n'était plus que l'ombre de sa magnificence passée. Quelques serviteurs loyaux, des prêtres compatissants et quelques visiteurs courtois constituaient son univers social. La splendeur qui l'entourait autrefois avait disparu à jamais. Elle vivait dans une dignité austère, soutenue par une pension royale qui couvrait à peine les dépenses de base. La femme qui sortait de prison avait vieilli de plusieurs décennies. En 8 ans, ses cheveux, entièrement gris, encadraient un visage creusé de rides profondes. Ses mains tremblaient constamment, conséquence d'années de froid et d'humidité dans des cellules de pierre. Elle marchait courbée, s'appuyant sur une canne qui était devenue sa compagne de route. Mais son esprit demeurait lucide, et son âme, bien que brisée, conservait des lueurs de la force qui l'avait soutenue pendant des décennies d'intrigues politiques. Elle consacra ses dernières années à 3 obsessions: la prière constante, la correspondance avec ses enfants en Bretagne et un projet surprenant qui révéla la profondeur de sa personnalité. Jeanne commença à ordonner des messes régulières pour l'âme d'Henri V, l'homme qui l'avait détruite, qui lui avait volé 8 années de vie par de fausses accusations, recevait désormais ses pieuses prières. Ses contemporains interprétèrent ce geste comme la preuve ultime de son innocence. Seul un véritable chrétien pouvait pardonner aussi complètement à son persécuteur. Ses lettres à la Bretagne révélaient une nostalgie douloureuse pour la terre qu'elle avait quittée 4 décennies plus tôt pour épouser Henri IV. Elle s'enquérait des lieux de sa jeunesse, des personnes probablement décédées pendant son absence. Ses enfants, désormais adultes et pères de famille, répondaient avec une affection filiale, mais aussi avec l'inévitable distance temporelle et géographique. L'Angleterre qui l'entourait avait radicalement changé pendant son emprisonnement. Le royaume qu'Henri V avait laissé derrière lui à sa mort se désintégrait lentement. Les conquêtes françaises étaient perdues les unes après les autres. Les finances royales étaient en ruine. Des factions nobles se disputaient le contrôle du jeune Henri VI, qui montrait des signes inquiétants de la folie qui avait affligé son grand-père maternel, Charles VI de France. Jeanne observait ces événements avec un mélange de tristesse et d'amertume. Le royaume qu'elle avait contribué à consolider en tant que reine consort s'effondrait sous le poids des ambitions qui avaient causé sa chute. L'ironie était cruelle, mais instructive. La grandeur bâtie sur l'injustice portait en elle les germes de sa propre destruction. En 1435, l'Angleterre perdit définitivement Paris. Les troupes françaises, inspirées par Jeanne d'Arc avant son exécution, avaient systématiquement reconquis les territoires si durement conquis par Henri V. Le rêve d'un empire anglo-français s'évanouit comme une fumée. Les ressources volées à Jeanne avaient financé des conquêtes éphémères. Durant ces années, quelques visiteurs courageux osèrent l'interroger directement sur son expérience en prison. Jeanne répondit avec une dignité sereine qui désarma toute curiosité morbide.
Elle n'exprima jamais publiquement son amertume. Elle ne maudissa jamais ses persécuteurs. Elle ne réclama jamais vengeance divine. Son silence était plus éloquent que toute protestation d'innocence. Les chroniqueurs contemporains commencèrent discrètement à réviser les récits officiels entourant son cas. Sans la pression intimidante d'Henri V, certains osèrent remettre en question la véracité des accusations de sorcellerie. Des documents restés secrets commencèrent à circuler parmi les érudits. La vérité émergea peu à peu, telle l'eau s'infiltrant par les fissures d'un barrage. En 1437, à l'âge de 67 ans, Jeanne commença à montrer des signes évidents de déclin. Les hivers anglais mettaient à rude épreuve ses os, affaiblis par des années d'humidité carcérale. La toux persistante qu'elle avait contractée à Pevensey s'aggrava et se transforma en un essoufflement constant. Son appétit disparut peu à peu. Consciente de sa mortalité imminente, Jeanne se consacra intensément à préparer son âme à la rencontre avec l'éternité. Des confesseurs lui rendirent visite quotidiennement. Elle fit don de ses rares biens à des institutions religieuses. Elle rédigea un testament d'une générosité remarquable envers ceux qui l'avaient fidèlement servi durant ces années sombres. Le 9 juillet 1437, alors que les cloches des vêpres sonnaient sur l'Essex, Jeanne de Navarre rendit son dernier soupir. Elle s'éteignit paisiblement, entourée des rares personnes qui lui étaient restées fidèles tout au long de son épreuve. Ses derniers mots furent une prière latine demandant pardon pour ses ennemis et miséricorde pour son âme torturée. La nouvelle de sa mort fut accueillie avec un respect inhabituel pour une personne officiellement accusée de trahison. Le duc de Gloucester ordonna qu'elle soit enterrée avec les honneurs royaux aux côtés d'Henri IV dans la cathédrale de Canterbury. Son effigie en pierre, sculptée par des maîtres artisans, la représente non pas comme la prisonnière brisée de ses dernières années, mais comme la reine digne qu'elle avait été de son vivant. Les funérailles furent une étrange cérémonie. Les nobles, restés silencieux durant sa persécution, prononcèrent désormais des éloges posthumes. Les prélats, qui avaient évité de la défendre de son vivant, la louèrent comme un modèle de vertu chrétienne. L'hypocrisie était flagrante, mais elle révélait aussi une reconnaissance tardive de l'injustice subie. Dans les années qui suivirent sa mort, la réputation de Jeanne connut une réhabilitation progressive mais constante. Les historiens commencèrent à examiner d'un œil critique les preuves retenues contre elle. Les documents de l'accusation révélèrent la coïncidence pourtant bienheureuse entre son arrestation et les besoins financiers d'Henri V. Un témoignage de contemporains qui avaient eu peur de s'exprimer de son vivant commencèrent à émerger. La vérité qui en résulta fut dévastatrice pour la mémoire d'Henri V. Le héros d'Azincourt, le roi guerrier célébré dans les ballades et les chroniques, avait tué une femme innocente pour des raisons purement économiques. Les accusations de sorcellerie n'étaient qu'une invention cynique pour justifier ce qui était en réalité un vol à grande échelle. Mais l'ironie la plus cruelle restait à découvrir. Les territoires français conquis par Henri V grâce à l'argent volé à Jeanne furent entièrement perdus sous le règne de son fils. En 1453, l'Angleterre ne conservait que Calais de toutes ses possessions continentales. Ces conquêtes s'étaient révélées un mirage doré qui s'évanouit aussi vite qu'il fut accompli. L'histoire a montré que Jeanne avait été victime non seulement de cupidité personnelle, mais aussi d'une vision stratégique fondamentalement erronée. La guerre de 100 ans, qu'Henri V avait ravivée avec tant d'enthousiasme, s'est avérée être un anachronisme voué à l'échec. La France était trop vaste, trop peuplée et trop déterminée pour être définitivement conquise par l'Angleterre. L'héritage de Jeanne transcenda sa tragédie personnelle pour devenir un symbole de la vulnérabilité féminine dans les sociétés dominées par les hommes. Une femme pouvait atteindre les sommets du pouvoir, mais elle restait toujours à la merci des forces masculines qui pouvaient la détruire à tout moment.
son histoire devint un avertissement contre les dangers d'une ambition dénuée de scrupules. Plus important encore, son cas illustrait comment les accusations de sorcellerie pouvaient être manipulées à des fins politiques. La peur superstitieuse du surnaturel constituait un outil parfait pour éliminer les ennemis en l'absence de preuves tangibles. Les femmes de pouvoir étaient particulièrement vulnérables à ce type d'attaque qui combinait misogynie culturelle et paranoïa religieuse. Les chroniqueurs modernes reconnaissent unanimement l'innocence de Jeanne. Aucune preuve crédible n'indique qu'elle ait pratiqué la sorcellerie ou conspiré contre Henri V. Son seul crime fut de posséder des richesses dont son beau-fils avait besoin pour financer ses ambitions militaires. La justice médiévale s'est révélée aussi corrompue que tout autre système juridique ultérieur. L'histoire de Jeanne de Navarre demeure pertinente des siècles après sa mort, car elle illustre des schémas de comportement humain qui transcendent les époques. Le pouvoir corrompt, les puissants abusent des plus vulnérables. La propagande peut transformer les victimes en méchants. La vérité éclate lentement, souvent trop tard pour réparer les dégâts. Sa tombe à Canterbury devint un lieu de pèlerinage silencieux pour ceux qui comprenaient l'injustice qu'elle avait subie. Les femmes, en particulier, venaient prier devant son effigie, la reconnaissant comme un symbole de résistance féminine à l'oppression masculine. Son souvenir se transforma peu à peu, passant d'une tâche honteuse à un témoignage de dignité et triomphante. La reine, emprisonnée pour sorcellerie, trouva enfin dans la mort la justification que la vie lui avait refusée. Son histoire est devenue un rappel permanent que la vérité, même enfouie sous des décennies de mensonges officiels, finit par éclater pour juger les véritables coupables. Jeanne de Navarre avait tout perdu, sauf son âme. Finalement, cela suffisait à lui assurer une place dans l'histoire, non pas comme sorcière ou traîtresse, mais comme victime de l'une des plus cruelles conspirations du Moyen-Âge. Fin de l'histoire. Et vous, nobles spectateurs, qui avez parcouru avec nous les sombres couloirs de l'histoire, que retenez-vous de ce voyage ? Si ce récit vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, aimez-la et partagez-la avec ceux qui aiment l'histoire vivante et intense. Et ne manquez pas le prochain épisode. Nous parlerons de la malédiction des Templiers, le dernier grand maître et la destruction de l'ordre. À bientôt.